Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Mark & Strat. Comme chaque semaine, une demi-heure pour décrypter les grands enjeux, les grandes actualités du secteur de la publicité et de la communication au sens large. Alors, cette semaine au programme, repenser la régulation des médias. C'est le propos défendu par Nathalie Sonac dans son livre « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique ». C'est aux éditions Odile Jacob. L'ex-membre du CSA en appelle à finir avec la domination des GAFA pour mieux protéger l'information. Il en va de la survie de la démocratie. Voilà ce qu'elle dit. Elle s'en expliquera dans un instant. Et puis, En Agence, on va parler de la crème des agences médias, puisque les meilleures agences médias de l'année ont été récompensées la semaine dernière. Un événement organisé par The Media Leader en partenariat avec Bismart. On va découvrir ensemble le palmarès. Bienvenue dans Mark & Strat, c'est l'épisode 19. À la une cette semaine, Nathalie Sonac, bonjour. Bonjour. Alors Nathalie, vous êtes ancienne membre du CSA, vous êtes également professeure à l'université Paris-Panthéon-Assas et vous avez publié ceci, Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, c'est aux éditions Odile Jacob. Alors le point de départ du bouquin, Nathalie, c'est la domination de plus en plus prégnante des GAFA sur l'écosystème médiatique. Selon vous, en quoi est-ce que ça pose problème ? Ça pose problème parce que ces acteurs ont une puissance économique et financière bien plus importante que les acteurs traditionnels. Ce sont des acteurs qui sont concentrés verticalement, horizontalement, c'est-à-dire qu'ils sont présents dans tous les secteurs d'activité. Ils ont des modèles dits de recommandation qui s'appuient sur une algorithmie, sur une collecte massive de données dont on n'est pas toujours d'ailleurs consentant à leur fournir. Et ces acteurs-là, en deux mots, Google et Apple ont par exemple une valorisation boursière de 3 800 milliards de dollars qui est supérieure à celle du PIB de la France. Donc on voit que ces géants en fait, ont investi beaucoup de champs et notamment celui de l'information. Et ça appauvrit aussi l'écosystème médiatique classique qui finalement a du mal à résister sur un plan économique, par exemple ? Disons que l'asymétrie de taille entre ces acteurs conduit nos acteurs traditionnels à être toujours en train de courir après ces géants de l'information et également du divertissement. Vous prenez Netflix aujourd'hui, il a investi 17 milliards d'euros dans les contenus. 1 milliard d'euros dans le marketing. Donc vous voyez en face, c'est extrêmement compliqué pour un acteur, même lorsqu'on s'appelle un Vivendi ou un groupe comme Bertelsmann, finalement d'être aussi puissant que ces acteurs, de pouvoir investir autant et d'être attractif pour les consommateurs. Sur le plan économique, c'est compliqué aujourd'hui pour les médias. On a vu un média comme Libération se placer sous une fondation. On a vu que les médias digitaux qui émergent aujourd'hui ont quand même un peu de mal à trouver leur rentabilité. C'est aussi le cas d'ailleurs pour beaucoup de chaînes de la TNT aujourd'hui. Est-ce qu'il y a trop d'offres médiatiques ? Est-ce qu'il faut arriver à un mouvement de concentration pour pouvoir être peut-être plus fort et aller lutter contre ces mastodontes-là ? En tout cas, c'est ce qu'on observe. Si vous regardez la presse écrite, elle a perdu en 15 ans 70% de ses revenus publicitaires. Donc on comprend bien que ces nouveaux acteurs proposent beaucoup d'informations, beaucoup de contenu en ligne gratuitement, qui conduit finalement à faire vaciller le modèle économique des médias traditionnels qui reposent à la fois sur la vente de l'information, qu'elle se soit en ligne ou en kiosque, et sur les revenus publicitaires. Donc sur deux leviers qui sont essentiels, les consommateurs et les annonceurs et la publicité, nos acteurs traditionnels sont attaqués. Oui, donc le danger, il est évidemment une réduction finalement dans les salles de rédaction du nombre de journalistes, une fermeture des titres. On le voit beaucoup, on le voit aux États-Unis. Un canton sur deux aux États-Unis a perdu un titre de presse quotidienne régionale. Donc la presse écrite, de façon générale, est en danger. Et puis, comme vous le soulignez, la télévision. Alors on a une multiplication du nombre de chaînes depuis 2015 avec l'arrivée de la TNT. Donc c'est une formidable opportunité, plus de diversité, plus de pluralisme, plus de distraction, plus d'informations, plus de points de vue différents. Ça pose d'ailleurs des questions sur des chaînes d'information, mais néanmoins, ce parterre-là, ne pas oublier finalement que ça repose également sur des modèles économiques,
économique, c'est-à-dire que les entreprises sont véritablement des entreprises comme les autres. Elles ont un particularisme qui est essentiel, qui est le véhicule d'une information, donc un service public, un service qui doit être accessible au plus grand nombre, mais dans le même temps, elles sont également des entreprises comme les autres et qui doivent absolument bénéficier d'une taille suffisante de consommateurs, de lecteurs, d'argent suffisant pour pouvoir investir dans des nouvelles technologies, pour faire en fait la parade à ces acteurs en ligne qui sont multiples et surtout extrêmement gros, puissants. Sur cette taille suffisante, on a eu une tentative de rapprochement entre TF1 et M6 et ça n'a pas pu aboutir pour des questions de concurrence notamment. Oui. C'était une erreur, ça, selon vous, de bloquer ce rapprochement-là? C'est toujours pareil. En fait, l'autorité de la concurrence a fait la photo à l'instant T. Et c'est son job. Elle est dans son métier. Elle a des outils. Et les outils sont ceux de est-ce que sur le marché de la publicité télévisée, y a-t-il position dominante? Et l'effet, c'est de toujours éviter qu'il y ait une position qui soit dominante pour éviter l'abus derrière de cette position dominante. Sur le marché de la publicité télévisée, au moment où l'opération de fusion a été regardée, possible ou potentielle, entre TF1, les groupes TF1 et M6, c'était à peu près 70% de part de marché publicité télévisée. Donc on peut se dire qu'effectivement, l'autorité de la concurrence conclut position dominante avec risque derrière d'abus de cette position. Mais dans le même temps, on voit bien qu'il y aurait dû y avoir une politique derrière de mise en place, d'explication, de compréhension de cette transformation incroyable que vit depuis plusieurs années le secteur des médias. Et si vous regardez aujourd'hui les modèles des nouveaux acteurs tels que Netflix ou Disney+, qui entrent en concurrence directe avec nos acteurs traditionnels, eh bien, eux ouvrent leur modèle à la publicité. Donc, le fait de considérer le marché de la publicité télévisée sans prendre en considération finalement le marché de la publicité vidéo, c'est 80% de la bande passante, la vidéo, eh bien ça a conduit finalement à refuser, techniquement parlant, on le comprend, l'opération de fusion TF1-M6, mais ça signifie que derrière, qu'il n'y a pas une appréhension des modèles économiques de nos acteurs et le danger, finalement, le plus grand, et moi c'est pour ça que cet ouvrage est véritablement une alerte, comme une lanceuse d'alerte que j'ai voulu faire, c'est en disant, attention, le danger, c'est que le modèle des médias traditionnel est en train de vaciller et le risque, c'est finalement dans les années à venir que nous n'ayons plus de médias. Est-ce que les annonceurs en sont conscients? Parce que quand même, j'ai reçu pas mal de DIRCOM qui me disent tous, voilà, non mais nous on fait très attention au pluralisme, mais quand ils mettent des queues de budget à droite, à gauche et que tout finalement est aspiré par ces GAFAM, finalement le jeu est un peu biaisé quand même. Il est clair qu'aujourd'hui, les annonceurs, comme n'importe quelle entreprise, a des responsabilités. Ils ont des responsabilités. Aujourd'hui, il faut absolument les alerter pour qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité qui est sociale, qui est une responsabilité sociétale, et que si nous n'avons plus de médias, qu'est-ce qu'il en est? En fait, la question est véritablement politique, éthique, sociale et sociétale. Donc elle est large, elle est globale, mais qu'est-ce que nous voulons pour demain? Comment, finalement, veut-on que les consommateurs s'informent? Et c'est ça le point principal. Finalement, le point principal des médias, c'est qu'ils ont des contenus qui sont des contenus de divertissement, mais ils ont un contenu qui est celui de l'information. Or, s'il n'y a plus une information qui est de qualité, traitée, hiérarchisée, collectée, et puis véritablement vérifiée, donc c'est ça, véritablement, vraiment la nature d'une information dite de qualité, eh bien, ça sera un véritable chaos. Je continue, et donc du coup, je termine. Et seuls les médias, qu'ils soient publics et privés, ont pour mission de fabriquer une information de qualité. Les Google, les Apple ou d'autres encore acteurs économiques, ces géants du numérique, sont des acteurs qui n'ont absolument pas pour mission de fabriquer de l'information. D'ailleurs, ils ne fabriquent pas l'information. Ils font une sorte de curation de l'information. Ils diffusent l'information, ils la distribuent, mais ils ne la fabriquent pas. Or, en étant présents de façon hégémonique sur la chaîne de valeur de l'information à tous les étages, eh bien, ils empêchent des acteurs traditionnels de fabriquer une information de qualité. Et c'est là l'urgence démocratique, c'est que nous avons besoin dans des sociétés démocratiques d'une information de qualité pour que le consommateur soit un citoyen. Le problème, c'est que le consommateur aussi est perdu face à cette multiplicité de contenus et que parfois, j'ai le sentiment qu'il n'arrive plus à distinguer ce qui est de l'information qualifiée, fabriquée par des journalistes, des médias qui ont une certaine éthique et parfois des influenceurs ou monsieur et madame tout le monde qui se met à répandre
un peu tout et n'importe quoi et qui finalement parfois a même une meilleure audience que les médias traditionnels. Mais vous avez entièrement raison, le constat que vous faites et celui-ci, je fais le même que vous. Il s'avère que déjà ce qu'on observe, c'est une sorte d'infobésité, c'est-à-dire trop d'informations, une fatigue informationnelle, comme on dit dans le jargon, une immensité d'informations, finalement on ne parvient plus, les citoyens, les consommateurs ne parviennent plus à faire le tri, et puis n'ayant pas la source, ne faisant plus le distinguo entre une information dite de qualité fabriquée avec une déontologie et puis monsieur et madame tout le monde qui va tweeter ou informer ou poster. Donc finalement le travail parlementaire au niveau européen est en train de se faire. Plusieurs directives ont été mises en place avec un objectif qui est véritablement celui de certifier l'information. Alors ça ne sera pas un bureau politique de la véracité de l'information, mais celui de nous garantir de la crédibilité de la source que nous sommes en train de consommer. Ça se fait au niveau européen, il faut absolument l'ancrer et le transposer très rapidement et de façon urgente dans la loi nationale française. Comment est-ce que vous regardez la reprise de Twitter par Elon Musk ? Bien, ce que je constate, c'est que finalement, ces acteurs ont une telle puissance, ils sont aussi puissants que des États, que finalement, ils ont une puissance sur l'espace public comme l'aurait n'importe quel État, alors que celui-ci, un État démocratique, dont le gouvernement il a été élu, il y a eu des votes, il y a des lois, il y a un cadre. C'est absolument pas le cas d'une entreprise privée. Donc il faut absolument mettre le holà. D'ailleurs, la Commission européenne met le holà envers Twitter en disant qu'ils ne suivent absolument pas les règles nouvellement applicables pour la directive de services de médias audiovisuels, qu'on appelle le DSA. Et donc cette directive-là oblige les plateformes, justement, non pas à avoir une responsabilité éditoriale, mais néanmoins avoir une responsabilité, et en l'occurrence, en lien avec la circulation de fausses informations, le retrait de fausses informations, un exemple ou de contenu haineux. Donc il fait beaucoup de mal à notre démocratie, ce réseau social fait beaucoup de mal à notre démocratie. Aujourd'hui est dans le viseur également une plateforme comme TikTok, qui ne rentre pas complètement dans les clous. Donc moi je pense qu'il faut aller vite auprès de ces acteurs, à la fois vraiment taper, appliquer la loi, fabriquer une loi qui soit idoine, c'est-à-dire qui soit en application avec les usages que l'on a tous, c'est-à-dire majoritairement en ligne, et en même temps utiliser un autre levier qui me semble central, qui est celui de l'éducation aux médias et à l'information. Il faut que nous tous, citoyens, puissions être armés, de ce terme-là, pour pouvoir finalement savoir, comprendre comment se fabrique une information, comment se fabrique une désinformation, comprendre qu'il faut absolument avoir la source, comprendre comment le champ et le domaine informationnel fonctionnent, parce qu'il est vrai qu'avec un smartphone tous dans la poche, on a ce sentiment de se croire finalement tous un peu journalistes, sans avoir aucunement les codes déontologiques. Est-ce qu'il faut mettre ça dans les programmes scolaires, par exemple ? Alors c'est déjà le cas, l'éducation, on parle d'éducation civique, on parle d'éducation citoyenne, c'est le cas. Moi je pense qu'il faut véritablement industrialiser la manœuvre. Malheureusement, ce sont deux événements majeurs comme 2015 avec les attentats à l'encontre de Charlie Hebdo et puis ensuite l'assassinat en 2022 de Samuel Paty qui ont fait réagir immédiatement le ministère de l'Éducation nationale et qui a permis de prendre des directives, en l'occurrence à l'époque Jean-Michel Blanquer, une circulaire plutôt, qui était celle d'un référent académique dans éducation aux médias et à l'information dans surtout le territoire français. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Il faut véritablement que cette matière, certains pensent aujourd'hui, elle est appréhendée de façon transverse, c'est-à-dire qu'on en parle en cours de français, en cours d'histoire géo, mais on voit bien que c'est pas suffisant. En tout cas, moi, je serais favorable à ce qu'il y ait véritablement une matière, depuis petit, comme les maths, le français, et ça jusqu'en classe de terminale, de repenser la place du professeur documentaliste qui aujourd'hui n'est absolument pas là où il devrait être, alors qu'il est au centre
de ce nouvel écosystème, il est au centre de ce nouveau monde, et c'est un acteur et un actif majeur. Donc c'est un acteur majeur que l'on n'utilise pas, alors que c'est un actif stratégique, pardon de ce terme pour un professeur d'éducation, mais c'est ce qu'il est. Il a une valeur extraordinaire, ce professeur documentaliste, qui n'est pas suffisamment reconnu, qui n'est pas suffisamment au centre de cet espace-là. Et puis il faut multiplier évidemment les actions. Moi je propose des pistes, notamment un lien, un pont qui soit beaucoup plus fort, qui soit formalisé entre l'éducation et les médias publics et privés, que des conventions soient signées, que des journalistes puissent être dépêchés, non pas lorsqu'ils ont le temps ou sur leur propre temps de travail ou sur leur propre temps plutôt personnel, mais plutôt qu'ils puissent aller aider à former, pas simplement les élèves, former les professeurs. Non, parce qu'il y a un nouveau venu depuis quelques temps qui s'invite dans tout cet écosystème, c'est l'IA, et ça va là encore complexifier, je pense, la façon dont on va essayer de savoir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Tout à fait, d'où mon idée d'urgence, parce que vous avez raison, l'innovation technologique va beaucoup plus loin, va beaucoup plus vite, et qu'on a du mal à suivre. L'intelligence artificielle peut être également un atout. C'est un atout, c'est peut-être un outil formidable, mais il faut encore, il faut que ça passe. Il ne faut pas que ce soit l'outil qui conduise l'humain, mais bien l'humain qui conduise. Et le moyen pour bien conduire, c'est que l'outil reste à sa place et que nous sachions l'utiliser. Donc, lorsqu'on souhaite conduire une voiture, on passe un permis de conduire. Donc, on a des heures de code. Et puis ensuite, on a des heures de conduite. Et le minimum, c'est... et ce minimum-là, ce code de conduite et ce code de route, eh bien, ce code de la route doit être exactement identique, finalement, à celui de notre fonctionnement et aujourd'hui, qui est en permanence en ligne. Merci beaucoup Nathalie Sonac. Je rappelle votre livre « Le nouveau monde des médias, une urgence démocratique », c'est aux éditions Odile Jacob. Merci beaucoup. Et En Agence, cette semaine, on va parler du prix des agences médias de l'année remis il y a quelques jours et dont Bismart était partenaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir François Quérel, directeur de la rédaction de The Media Leader. Bonjour, organisateur de ce prix. Et l'une des lauréates, Dorothée Collier, directrice générale de Co-Spirit Media. Bonjour Dorothée. Bonjour. François, je vais commencer par vous. Retour sur ce grand prix. Qu'est-ce que vous retenez du palmarès, François, cette année ? Alors, d'abord, beaucoup de cas hyper intéressants qui montrent une créativité des agences médias, puisque on en parlait à la dernière émission. Dans ce milieu des agences, c'est souvent les agences créa dont on parle le plus, qui prennent le plus de place. C'est pas Dorothée qui va dire le contraire. Mais il y a ce côté média, ceux qui font la stratégie média, qui vont décider de mettre tel spot sur telle chaîne, de choisir tel plan média, tel réseau d'affichage. Mais ça, Dorothée en parlera plus. Et là, on a montré une vraie créativité avec d'abord, l'agence créa qui travaille avec l'agence média pour avoir une campagne qui fonctionne, au final, qui met en musique. L'agence média, elle met en musique. Et elle le fait avec beaucoup de créativité. Moi, je retiens des prix comme par exemple celui de Starcom avec le cas Émiline Baguette, Émiline Paris, pardon. Émiline Paris et McDonald's, où là, ça a été l'agence média qui a eu l'idée de ce placement de produits dans Émiline Paris. Donc, et puis derrière, des travaux avec les annonceurs. Je pense par exemple à ce prix Couple Agence Annonceur qui a été remis à l'agence OMD avec Dacia, l'agence OMD du groupe Omnicom qui avait fait le lancement il y a 15 ans de la marque Dacia en France, la marque low cost de Renault. Et ils travaillent toujours ensemble aujourd'hui et ils ont eu ce prix-là parce que derrière, l'agence média elle a vraiment accompagné la croissance de cette marque qui est aujourd'hui l'un des plus grands vendeurs de voitures. Dorothée, moisson de prix pour Co-Spirit Media, quand même. 4, c'est ça, 4. Dont un grand prix. Oui. Qu'est-ce qui fait que, comme ça, vous émergez dans ce paysage qui, quand même, est assez compétitif, j'ai l'impression. Alors, il y avait beaucoup d'agences et beaucoup d'agences médias indépendantes, parce que nous, on est dans la catégorie médias indépendantes. Alors, on a eu le Grand Prix il y a 2 ans quand même, donc on a quand même 30 ans. Mais c'est vrai que ça fait quelques années, effectivement, dont on entend beaucoup plus parler de nous. On a énormément grossi, parce que je pense surtout qu'on a une stratégie très pragmatique autour du bon sens, autour des territoires, autour du local, autour de... communiquer moins mais mieux. Donc on est vraiment sur des stratégies où on
essaye de réduire les impacts négatifs de la communication, et pour générer des impacts positifs, on essaye de faire vivre le local et de créer des stratégies effectivement médias nationales en partant des territoires. Et donc c'est juste du bon sens. Mais vous parlez de communication régénérative, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors c'est justement réduire les impacts négatifs pour faire plus d'impacts positifs, et c'est faire vivre le local, donc c'est de faire vivre les territoires, parce que quand vous investissez localement, vous donnez en fait du pouvoir d'achat à votre audience, à vos clients. Et donc du coup, quand vous êtes une marque et que vous communiquez en local, vous donnez du pouvoir d'achat, vous générez du trafic, donc vous générez du business pour votre enseigne si c'est un point de vente, et surtout, vous faites vivre les territoires, puisqu'il y a des enjeux démocratiques, il y a des villes qui peuvent disparaître s'il n'y a plus de journaux d'information. Donc tout ça est un écosystème qui est très fin, mais qui est extrêmement important. Et dans la communication régénérative, il y a aussi lié l'expérience et l'innovation, ça c'est important. Et puis chez nous, c'est agir collectivement, parce que chez Cospirit, on n'est pas un seul, on est plusieurs à travailler ensemble. François, justement, cette équipe, ce collectif dont parle Dorothée, j'ai l'impression que ça a été mis en avant par pas mal d'agences. Je pense notamment à Remind PhD qui était aussi lauréat d'un grand prix. C'est important de mettre en avant à l'occasion de ce genre de soirée le fait que une agence, c'est pas seulement un dirigeant, c'est beaucoup plus large que ça. Et j'ai l'impression que c'est peut-être même le secret de ceux qui gagnent. Ce que je retiens par exemple de Cospirit, on va parler de Remind dans un instant, mais ce que je retiens de Cospirit, c'est qu'ils devaient faire des vidéos cette année un peu carte blanche. Et je peux le dire, ça a été les plus créatifs. Alors, c'est vrai, moi j'ai tout regardé, je ne peux pas dire. Ils devaient présenter leur stratégie en vidéo et ils nous ont bien fait marrer. Et au-delà effectivement de l'expertise, de la vision de Dorothée et de Cospirit qu'on connaît autour de la relocalisation des investissements qui permettent aussi aux médias de vivre, versus des médias ou des plateformes qui ne sont pas forcément basées en France, on va dire. Il y a une vraie entente, puisqu'aujourd'hui, le défi des agences médias, c'est aussi les talents, parce qu'effectivement, ceux qui permettent une réussite d'un plan média, c'est ceux qui, à un moment, ont des idées, ont de l'expertise, et il y a un vrai défi dans les agences médias d'aller chercher ces talents-là, parce que ce n'est pas des métiers forcément qui attirent en premier. Quand on sort d'écoles de publicité ou d'écoles de communication, on ne se dit pas je vais aller faire du plan média. Franchement, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. Et finalement, de retenir des talents, de se sentir bien dans l'entreprise. Ces agences-là, elles ont été récompensées. C'est le cas de Remind PhD dans le groupe Omnicom, où il y a une vraie culture du talent, un vrai mouvement collectif. Cospirit, évidemment, mais ça, Dorothée en parlera mieux que moi, sur cette politique de talent très forte, de bonne entente et d'envie. Cospirit a perdu Aldi, l'un de ses clients qu'elle avait, puisque Aldi a décidé de repositionner sur un réseau d'agences européens. Et j'en parlais avec Dorothée tout à l'heure, l'équipe est restée là quand même. On va repositionner les gens, on les motive, on repart à l'attaque. Et ça, c'est un état d'esprit que je trouve à Cospirit et qui a vraiment plu au jury. Oui, parce que en fait, nous, on a une stratégie à long terme. Par exemple, Florian est une famille de vignerons. Donc, Florian Grill, votre président. Voilà, exactement. Qui a eu le prix du Média Leader de l'année, d'ailleurs. Exactement. Et donc, du coup, nous, on fonctionne sur des temps longs, on ne fonctionne pas sur des quarters. Donc, on a gagné Aldi il y a 3 ans, tous ensemble. On le perd, là, pour des raisons de stratégie européenne. On reste tous ensemble et on va rebondir tous ensemble. Voilà, et puis Havas Media Market, qui est le prix du groupe de l'année. Là, pareil, un repositionnement d'Havas, un nouveau branding là-dessus, et puis une remise en cause globale. Ils ont eu un prix RSE notamment, notamment sur l'engagement environnemental de Havas, où là, il y a eu, pareil, une réinvention d'une vieille marque, l'inventeur de l'agence, on va dire. Et Havas Media Network a eu ce prix du groupe de l'année. Dorothée, vous dites que vous avez perdu Aldi au bout de 3 ans, mais votre taux de fidélité des clients, je crois que c'est à quasiment 10 ans. Oui, 10 ans. Comment on explique un truc pareil ? On a des clients depuis 18 ans, comme le CNED, on a eu la Chambre de commerce pendant 19 ans aussi. Je pense que ça tient à notre ADN et à qui on est, c'est-à-dire qu'on accompagne vraiment les clients. En plus, là, on parle d'appel d'offres publics, c'est-à-dire que tous les 3 ou 4 ans, on est remis. C'est remis en jeu. C'est remis en jeu avec des critères. C'est vraiment, il y a des sacrés critères. Mais je pense qu'effectivement, on est challenger, donc on allie des jeunes talents et des gens un peu plus seniors. On n'est pas sur justement la rentabilité au quarter, on est sur du long terme, donc
notre rentabilité, elle n'est pas la même. Nous, ce n'est pas un objectif, c'est une conséquence. Et ce qu'on veut, c'est avoir des gens en interne qui soient bien. Et là, pareil, on a un turnover qui est très bas. Et puis, une fidélité client, et on le voit avec les prix qu'on a gagnés. Les clients nous ont appelés en nous disant « c'est génial, on est super contents, on est super fiers ». Voilà, il y a une vraie proximité avec les clients. C'est marrant, dans la façon dont vous en parlez, on dirait que c'est une entreprise familiale. C'est une entreprise d'entrepreneurs. Et puis, moi, je suis membre du directoire et avec Florian, les 6 ou 7 personnes qui le composent, c'est un peu, c'est notre famille. On est tous différents, vraiment tous différents. On connaît certains, mais extrêmement complémentaires. Il n'y a pas un papier de cigarette entre nous. C'est la force du collectif et ça se ressent avec toutes les équipes en dessous sur lesquelles la vidéo le montre. Qu'est-ce qu'on se marre? Enfin, on bosse, mais on se marre, quoi. Vous bossez quand même parce que vous avez affiché 18% de croissance. Oui, mais on se marre. C'est important aussi. Ouais. Qu'est-ce qui a apporté votre activité là en 2023, Dorothée? Essentiellement notre approche, la France 2, qui est justement cette fameuse approche qui est de dire on construit des stratégies nationales en partant du local pour éviter de la déperdition, pour moins dépenser, mais mieux dépenser. Et notre accompagnement, effectivement, sur la partie, on a un gros pôle média local chez nous, qui pendant des années n'a pas été considéré, sauf qu'aujourd'hui, c'est le cœur des stratégies de beaucoup de marques. Donc, 17,5% de pourcentage de croissance cette année. Ouais. Vos ambitions pour 2024, du coup? On redémarre avec la perte d'Aldi, mais enfin, on avait quand même gagné 30 clients l'année dernière, donc on oublie souvent aussi de dire ça. Donc il faut quand même les onboarder. Et puis des stratégies, effectivement, sur ce qu'on appelle chez nous socle, qu'on a construit avec Carrefour sur Zéro Gaspi, qui est la transition, effectivement, du catalogue sur le média local, pour générer effectivement du trafic en magasin pour les enseignes qui arrêtent le catalogue. François, il y a un autre cas qui m'a marqué, qui a été récompensé à plusieurs reprises pendant cette soirée, c'est le cas Aven. Peut-être que ça vaut le coup d'en dire un mot quand même. Hein. Oui, d'abord Aven, une vieille marque de cosmétiques qui visiblement a voulu se relancer et il y a eu plusieurs cas autour d'Aven. Avec un sujet difficile, c'est-à-dire les conséquences dermatologiques du cancer. Et ils ont fait une vraie campagne, notamment autour de l'influence, avec un vrai beau plan média, une belle créa également, avec des tatouages, travailler, disons, sur autour de la cicatrice. Voilà, la cicatrisation des maladies liées au cancer notamment. Et c'est un sujet qui a beaucoup touché le jury là-dessus. Et il y a eu un vrai travail autour de l'influence. Une marque très ancienne, mais très dans l'univers, disons, collectif, très important. Et puis, il y a eu la marque Aven aussi qui s'est remis en cause autour de son CRM. Qui avait besoin de requalifier son CRM. Ça, c'est aussi un travail, la data, pour vous, les agences médias. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus visible et ce qu'il y a de plus médiatique, mais il y a un vrai travail autour de la data. Il y a eu un prix de la data d'ailleurs, et ils l'ont gagné là-dessus, puisque derrière, on est genre parti de zéro, et l'agence qui l'a remporté a fait un vrai travail derrière qui a donné du vrai résultat. Si je peux me permettre, sur Aven, j'ai beaucoup apprécié j'étais pas dans le jury, mais je connais la campagne et elle est très touchante. Je pense qu'effectivement, c'est ce qu'on appelle de la brand utility pour moi. Et je pense que beaucoup d'annonceurs devraient se poser sur ce genre de problématiques parce que chaque marque a quelque chose à apporter, à des causes, à des problématiques. Et pour moi, Aven, c'est effectivement un cas de brand utility qui est merveilleux. Merci beaucoup à tous les deux. Dorothée Collier, directrice générale de Cospirit Media, et François Carrel, directeur de la rédaction de The Media Leader. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mark & Strat. D'ici là, vous pouvez nous retrouver évidemment en replay, mais aussi en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles.